Niagara quandeni, oh rabaditu. Niagara quandeni, oh rabaditu. Mon canard d'agusquette, mais da douchinquette, ma galante mirette. Mon canard d'agusquette, oh rabaditu. Mazagwele quad melen, oh rabaditouche. Mazagwele quad melen, oh rabaditouche. Oh, des das andeles, mi da douchinquette, ma galante mirette. Oh, des das andeles, oh rabaditouche. Epederona wele, oh rabaditouche. Epederona wele, oh rabaditouche. Naval oranges, mais la douchinquette, ma galante mirette. Naval oranges, oh rabaditouche. La pepini di iute, oh rabaditouche. La pepini di iute, oh rabaditouche. La bouse au canard, mais la douche inquiète, ma galante mirette. La bouse au canard, oh rabaditouche. Vite Matusco en autre, oh rabaditouche. Vite Matusco en autre, oh rabaditouche. Bordera itro, mais la douche inquiète, ma galante mirette. Bordera nitro, no rabaditouche. Deux agostés landriguer, oh rabaditouche. Deux agostés landriguer, oh rabaditouche. Et wa claricon, ben la douche inquiète, ma galante mirette. Et wa claricon, rabaditouche. Mathias Kerdudo est aubergiste. Il est marié, il a 2 grandes filles. Il est aubergiste, c'est un aubergiste cossu. Mais quand il avait 18 ans, il était simple apprenti sabotier dans la forêt de Coittefrec, près de Lannion. Le campement s'était installé dans un château abandonné, un peu en ruine. Il y avait là le chef, 3 compagnons sabotiers, 2 bûcherons et Mathias, l'apprenti, qui aidait les uns les autres et qui faisait les repas, qui préparait les repas. Là où était situé ce château abandonné, c'était loin de tout. Il était isolé. Et quand ils allaient à la messe le dimanche matin, ils avaient une bonne lieue à faire à pied. Et le midi, ils déjeunaient à l'auberge de la Pomme d'Or. Mathias, qui était le plus jeune des compagnons, avait remarqué la fille de l'aubergiste, Marie-Anne, 15 ans, les plus beaux yeux du monde. Il n'en avait rien dit parce qu'il ne voulait pas qu'on se moque de lui, mais Marie-Anne, elle était là, dans son cœur. C'était son secret, un doux secret. Sur le campement, ils avaient souvent la visite d'une vieille femme, une très vieille femme. Dans la région, on l'appelait la comtesse. Et quand Mathias la voyait arriver, en guenilles, les jupes déchirées, les cheveux en bataille, à peine chaussés, souvent pieds nus, il se demandait, comtesse, elle? Mais comtesse de quoi? S'il l'avait bien regardée arriver, il aurait vu avec quel pas tranquille elle marchait, en regardant les arbres, comme une comtesse qui se promène sur son domaine et qui regarde ses arbres. Elle en choisissait un, jamais le même,
Elle le regardait de bas en haut, de haut en bas, elle tournait autour, et puis sur la partie basse, s'il y avait du lierre, elle arrachait le lierre. S'il y avait de la mousse, elle grattait la mousse. Elle mettait l'écorce à nu. Et une fois que l'écorce était à nu, elle scrutait, elle palpait tout autour du tronc, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et puis, non, c'est pas lui. Et elle s'en allait. Un jour, Mathias, par curiosité, lui a demandé « Mais comtesse, qu'est-ce que vous cherchez ?»« L'arbre qui parle, petit, l'arbre qui parle. »« Oh, s'est dit Mathias, la vieille folle. » Et puis nous voilà arrivés la veille de Noël. Le chef dit à Mathias « Prépare le repas rapidement, comme ça on ira passer la veillée à l'auberge de la Pomme d'Or avant d'aller à la messe de Noël. » Passer la veillée à l'auberge de la Pomme d'Or avec Marianne, le repas était fait rapidement, mangé encore plus vite. Tout le monde s'est levé pour se préparer quand le chef a dit « Mathias, écoute bien, n'oublie pas, quand tu entendras les 12 coups de minuit sonner, de mettre la nouvelle bûche à brûler sur l'ancienne. » « Mais je viens pas avec vous. »« Ah non. »« Mais pourquoi ?»« Mais Mathias, parce que c'est toi le plus jeune, c'est toi qui es obligé de t'occuper de cette bûche, et puis c'est la loi de la forêt, et puis n'oublie pas que cette bûche est très importante. Elle va protéger le campement de tout malheur pendant toute une année. » Et quand même. Et puis il s'est tu, puisque c'était la loi de la forêt, il n'y avait rien à dire. Il a attendu que tout le monde soit parti. Et une fois seul, il s'est couché par terre à plat ventre et il a pleuré, pleuré, pleuré. Il a pleuré toute la peine qu'il avait. Et il pleurait encore quand il a entendu « Eh bien, petit, tu as du chagrin ?» C'était la vieille folle. « J'ai croisé tes compagnons sur le chemin, j'ai vu que tu n'étais pas là, alors je viens te tenir compagnie, mais tu sais, si je te gêne, tu dis, je repars. » « Non, comtesse, vous pouvez rester. » Il s'est relevé, il a séché ses larmes d'un revers de manche et puis d'un quelques poignées de copeaux, il a ranimé le feu et tous les deux se sont assis devant le feu qui brûlait sur un banc de pierre. Et il a expliqué pourquoi il pleurait. Parce que cette année, il ne pouvait pas aller à la messe de Noël, une si belle messe. Il y avait participé depuis sa naissance, il allait tous les Noëls à la messe de Noël et là, à cause de cette bûche-là qu'il devait mettre, il ne pouvait pas y aller. La comtesse lui a dit, la vieille folle lui a dit, mais écoute, tu sais, dans la vie, le bonheur, le malheur, des fois, ça va de pair. Hein. Et puis tu ne sais pas ce que cette bûche peut t'apporter de bon ou de moins bon. Et moi, je vais te raconter quelque chose de plus grave. Et elle a raconté. Elle a raconté l'histoire d'une jeune fille qui vivait dans un château avec ses parents. Tout allait bien. Quand la Révolution a éclaté, ils ont dû quitter le château, quitter la France, se réfugier en Angleterre. Là-bas, la mère est morte. Le temps a passé un peu et puis le père s'est senti vraiment malade. Alors il a donné à sa fille une feuille de papier. Il lui a dit « Lis ce qui est écrit sur la feuille, apprends-le par cœur et brûle le papier. » Et sur le papier, il expliquait qu'avant de quitter le château, il avait mis dans un coffre toutes leurs richesses. Et il avait enfoui, enterré le coffre entre les racines d'un hêtre. Et il expliquait comment retrouver ce hêtre. Et puis le père est mort. La Révolution s'est terminée, elle est rentrée en France, elle a voulu retourner dans son château, mais le château avait été confisqué, on avait vendu, il y avait eu des travaux, il y avait eu des coupes de bois, enfin, tout avait changé, elle ne se reconnaissait plus rien. Comment retrouver ce être? Elle l'a cherché. Elle l'a cherché pendant 10 ans, pendant 20 ans. Elle l'a cherché des dizaines d'années sans jamais le trouver. Mais comtesse, c'est votre histoire que vous racontez là? Un peu, oui. Et puis les 12 coups de minuit ont sonné et Mathias a pris la bûche neuve
qui était toute moussue. Il l'a déposée sur la bûche qui finissait de brûler. Et puis il s'est rassis à côté de la comtesse et ils ont regardé les bûches qui flambaient. Ils ont regardé les flammes qui venaient lécher la nouvelle bûche. Ils ont regardé la mousse qui commençait à se dessécher, à se rétracter, à tomber en lambeaux quand elle s'est levée d'un bond. Regarde sur la bûche, les 2 lettres, CK, première, dernière lettre de Quadfrec, c'est la bûche a parlé, dis-moi, tu sais d'où elle vient? Ben oui, j'ai des bûcherons à la couper, alors montre-moi. Mathias a pris une pioche et à la clarté de la lune qui était pleine, ils sont allés jusqu'à la souche. Et là, il a creusé, creusé profond et il a trouvé le coffre. Quand il l'a ouvert, quand il a vu toutes les richesses qu'il y avait dedans, il lui a dit « Mais comtesse, avec ça, vous allez pouvoir racheter votre domaine. » Oh non, c'est trop tard, moi je suis trop vieille, je vais bientôt mourir. Avec cet argent qui était dans le coffre, elle a fini ses jours dignement, comme une comtesse qu'elle était, dans un couvent de Lannion. Et c'est Mathias lui-même qui l'a accompagnée. Au bout de quelques années, quand elle est passée de l'autre côté, Mathias a hérité de ce qui restait dans le coffre. Et avec ça, il a pu épouser Marianne, son grand amour, son doux secret. Il a pu acheter l'auberge dans laquelle il est toujours aujourd'hui. Et quand leur première fille est née, ils l'ont appelée Thècle. Ils lui ont donné le prénom de la comtesse de Quadfrec, celle qu'il avait si souvent appelée prise pour une vieille folle. Voilà, l'histoire est terminée. Merci, elle est superbe. Elle est super, merci. Merci, bravo. Très, très belle histoire. Super. Merci. Ouais. Donc, c'est plus un récit qui est, enfin, d'après ce que j'ai lu dans le livre d'Anatole Lebras, c'est plus un récit qu'un conte. Parce qu'effectivement, c'est historique. Hein. Il n'y a pas vraiment de magie, quoi. Mais c'est une belle histoire, j'aime beaucoup. Voilà. La 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 le la la le no. Le la 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 le la 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 le la 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 le la la le no. La 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 le la la le no. Le la 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 le la 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 le la 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 le la la le no. Andre bra mezo maget mino. Naziscarion la 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 den de fazo. Naziscari andanus ma bue. Naziscari andanus ma bue. Agredant et Wamaromazan. Mam chemin tombe la 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 me dis j'ai caron. Je mets ma main dans le quand c'est quoi de hey.
Moi faibli cette malade, qu'on a dispéjade. Mes gantis de Zare à Wongan. Bravo. Clétriou est tailleur-brodeur, mais il brode excellemment bien. Tout ce qui sort de ses doigts, c'est un chef-d'œuvre et tout le monde l'admire et c'est ce qu'il aime, être admiré pour ce travail qu'il fait. Clétriou en a assez d'être assis en tailleur pour broder. Parce que pour broder, eh bien, il faut boire peu. Sinon, on transpire et en transpirant, on gâche le fil de soie. Donc, il tire le fil, il tire l'aiguille pour nourrir ses 10 enfants parce qu'il a 10 enfants et il a sa femme aussi à nourrir. Et lui, il n'a qu'un rêve depuis longtemps, depuis très longtemps. Son rêve, c'est de partir sur les routes, de marcher, de voir d'autres gens, de voir d'autres paysages, de peut-être rencontrer un marchand d'aiguilles, peut-être un vendeur d'aiguilles, peut-être aussi un chanteur de chansons, mais partir, marcher, marcher, marcher. Et lui, ben, il est obligé de tirer l'aiguille pour nourrir sa famille. Le 24 décembre, il a terminé un habit de noces, un chef-d'œuvre aussi. Il est payé et il va donner, comme à chaque fois, tout l'argent qu'il reçoit à sa femme, à Catherine, pour qu'elle s'occupe de la famille. Lui, son salaire, c'est les compliments. Et là, il n'en a jamais assez. Et c'est le meilleur salaire, le plus beau salaire qui puisse exister pour un brodeur comme lui. Donc, il va lui donner l'argent et puis il lui dit « Je pars ». Catherine, elle n'a rien dit. Elle lui a juste mis 3 chemises de chambre sur le dos pour qu'il n'ait pas froid parce qu'il commençait à neiger. Il a ouvert la porte, il a franchi le seuil, refermé la porte derrière lui et il a mis la route sous ses pas. Et il a marché. Il a marché jusqu'au premier café. Au premier café, il a monté les 2 marches, il a ouvert la porte et là, acclamation, félicitations. Tout le monde avait déjà vu l'habit de noces, tout le monde était en admiration. Et le patron a dit, ben, c'est ma tournée. Quand la tournée du patron a été vue, quelqu'un a annoncé, ben, c'est la mienne, et puis un 3e, et puis 4e. Et Clétriou, qui n'avait pas le sou, mais qui avait sa fierté, qui ne pouvait pas s'en aller sans payer sa tournée, l'a payé en donnant au patron une chemise de chambre. Et puis il a dit, allez, salut la compagnie, moi j'ai du chemin à faire, je m'en vais. Descendu les 2 marches, bien solide sur ses jambes, et il a remis le chemin sous ses pieds, et il a marché, il a marché. Il a marché jusqu'au 2e café. Au 2e café, il avait encore une petite soif. Monté les 2 marches, il a poussé la porte, et là, acclamation, félicitations, admiration, tournée du patron, et 1, et 2, et 3. Et à la 4e, Clétriou, qui n'avait toujours pas le sou, mais qui avait toujours sa fierté, ne pouvait pas repartir sans payer la sienne. Et il l'a payé en donnant une chemise de chambre au patron. Et puis il a salué la compagnie. Il a redescendu les 2 marches, tranquillement. Il a remis le chemin sous ses pieds et il a marché. Il a marché, marché. Et là, la neige commençait à tomber assez drue, il avait froid, donc il est entré dans le 3e café.
pour se mettre au chaud. Quand il a ouvert la porte, acclamation, félicitations, et tournée du patron, et patati patala. Et il a payé sa tournée en donnant sa dernière chemise de chambre. Comment il est ressorti du café, on ne sait pas trop. Comment il a remis le chemin sous ses pas, on ne sait pas trop non plus. Et lui non plus, il ne doit pas savoir. Toujours est-il que pendant la nuit, il a neigé. Beaucoup. Et que le lendemain matin, le cantonnier a fait son tour dans le village pour voir. Sur le bord de la route, à la sortie du village, il a vu une espèce de tas qu'il ne connaissait pas, qu'il n'avait pas vu la veille. Il s'est approché. Il a donné un coup de pied et la neige qui a sauté a fait sortir un bras, une main. Il y avait un homme sous la neige. Alors vite, vite, il a dégagé. C'était Clétriou. Clétriou qui était raide de froid, à moitié nu. Il l'a pris sur son dos et puis il est allé frapper chez Catherine. Catherine l'a fait rentrer, mais n'a rien dit. Hein. Elle a juste fait allonger son mari, Clétriou, sur un banc, et puis elle s'est occupée du feu. Elle a attisé le feu. Elle a fait un feu d'enfer pour le réchauffer. Et pendant ce temps-là, dans le village, eh bien, l'annonce de la mort de Clétriou, à moitié nu sous la neige, mort de froid, a fait le tour du village. Et les 3 patrons sont arrivés chez Catherine tout penauds, avec chacun une chemise de chambre à la main. Catherine n'a rien dit. Elle les a fait asseoir sur une chaise et elle a continué à s'occuper du feu. Et puis, quand elle a remis une bûche qui ne devait pas être tout à fait sèche, il y a de la fumée qui est sortie de la cheminée, qui a envahi toute la pièce. Et là, on a entendu « Atchoum !» C'était Clétriou. Quand il a ouvert les yeux, il a vu les 3 visages des patrons avec chacun une chemise de chambre à la main. Il les a regardés. Les rois mages, déjà. Catherine n'a rien dit. Elle savait bien que son homme n'allait pas la quitter comme ça. Voilà. Voilà, voilà. C'était l'histoire de Clétriou brodeur et de son rêve. Est-ce qu'il repartira? Ça, on ne sait pas. Ah, qu'il est triste l'âge de mes 18 ans. Je me lève parce que c'est un peu technique. On est à trivervelé, en de tristesse et faux. On est à trivervelé, en de tristesse et faux. On est à trivervelé, en de tristesse. Amweni okolon behind bar et enwe la trivervelé, on a le triste, amweni okolon behind bar et aganon amwe, et we fidèle doano agagan, et we fidèle doano.
Ande agua gazina yana mazadam bokal, mama wadon no aga hekwas bras down. Padum padum mamam gano gano padum padum mamam gano gano padum padum mamam gano gano nimme hitme mamam benamu mazu mam padum padum mamam gano gano nimme hitme mamam benamu mazu Au pas, ma mère n'avait que dit, mais au pas, ma mère n'avait que dit, mais au pas, ma mère n'avait que dit, mais pouvant remettre sur les cassettes. Au pas, ma mère n'avait que dit, mais pouvant remettre sur les cassettes. On est d'attriver, on observe tristesse. On est d'attriver, on observe tristesse. Il y avait un empereur qui avait une fille. Et cette fille, elle n'avait que des qualités. Franchement, elle était parfaite. Elle était belle. Elle était intelligente. Elle était cultivée. Elle était aimable. Elle savait dire des poèmes. Elle savait peindre. Elle savait broder. Enfin, elle avait toutes les qualités possibles et imaginables. Et pourtant, son père avait un reproche à lui faire. Elle ne voulait pas se marier. Et lui, il voyait sa vieillesse arriver, voyait ses cheveux blanchir, son front se rider, son dos se voûter, et il ne voulait pas mourir avant de voir sa fille mariée. Alors tous les jours, il la suppliait, il la priait de prendre un mari. Tant et si bien qu'un jour, elle a dit « D'accord, j'épouserai celui qui m'apportera la rose bleue. » L'annonce a été passée, et tous les prétendants sont partis à la recherche de la rose bleue. Ils ont parcouru des océans, ils ont traversé des océans, ils ont traversé, grimpé sur des montagnes, ils ont traversé des forêts, des déserts, pour trouver la rose bleue. Mais l'un après l'autre sont revenus les mains vides parce que la rose bleue n'existe pas. 3 prétendants ont continué la recherche. Le premier était un marchand, un riche marchand. Il est allé voir l'horticulteur le plus renommé de la capitale et il lui a dit « Je te donne 3 jours pour me trouver la rose bleue. Si tu la trouves, je fais ta fortune, sinon, je te fais couper la tête. » L'horticulteur, suivant les conseils de sa femme, est allé voir un alchimiste et lui a demandé de lui faire un liquide bleu pour pouvoir tremper une rose blanche et qu'elle devienne bleue. Donc, au bout de 3 jours, il a eu sa rose bleue. Il est allé voir l'empereur, lui a dit « Voilà la rose que votre fille attend. » L'empereur est allé voir sa fille, il lui a tendu la rose. « Regarde, voilà la rose bleue que tu attends. Demain, on prépare la noce. » La fille, la princesse, a pris la rose entre ses mains, elle a tourné, retourné, elle l'a respirée et puis elle l'a jetée. « Enfin, mon père, cette rose est empoisonnée. Si un papillon, une libellule se pose dessus, il meurt tout de suite. » Le prétendant est rentré chez lui. Le deuxième prétendant était un capitaine. Il est parti avec 100 cavaliers au pays des 5 fleuves, là où l'on dit qu'il y a des diamants et des saphirs. Il a allé voir le bijoutier le plus renommé et il lui a demandé de tailler dans un saphir une rose bleue. Il est allé la porter à l'empereur, qui est allé voir sa fille, qui a dit « Tiens, regarde, la voilà la rose bleue que tu attendais. Demain, on prépare la noce. »
Et la fille a regardé la rose, puis a dit à mon père, mais c'est pas une fleur, ça c'est un bijou. Moi, des bijoux, j'en ai assez, je n'ai pas besoin. La rose est tombée est partie par terre. Et le prétendant est rentré chez lui. Le troisième prétendant était le fils du premier ministre de l'empereur. Il a rassemblé tous les meilleurs artistes de la capitale. Il a demandé à ce qu'on lui fasse un pot en porcelaine et qu'on peigne au fond du pot une rose, mais la rose la plus belle qu'on puisse imaginer. Il est allé la porter à l'empereur, qui est allé voir sa fille. Tiens, regarde, la voilà la rose bleue que tu attendais. La princesse a pris le petit pot dans sa main, elle l'a bien regardé, elle a dit, il est beau, je vais le garder pour mettre la rose bleue qu'on m'apportera. Et le dernier prétendant est rentré chez lui, au grand désespoir de l'empereur. Et puis le temps a passé. Et un soir où la princesse était à sa fenêtre à regarder un coucher de soleil, elle a entendu en bas, sur la rue, quelqu'un qui chantait un poème. Elle est descendue le voir et le jeune poète a chanté pour la princesse. Et puis il lui a demandé, voulez-vous m'épouser? La princesse a dit, pour m'épouser, il faut d'abord m'apporter la rose bleue. Je vous l'apporte demain. Le lendemain, le jeune poète accueillit sur le bas-côté une rose blanche. Il est allé la donner à l'empereur, qui est allé voir sa fille, regarde ce qu'un prétendant t'apporte. Et la princesse a dit, mais la voilà la rose bleue que j'attendais. Le roi a regardé sa fille, la cour a dit, mais elle n'est pas bleue, elle est blanche. Si, elle est bleue, regardez mieux. Et le jeune poète a épousé la princesse. Et à partir de ce jour, à l'intérieur des murs du palais, on a entendu des chants, des poèmes, des rires. On a entendu du bonheur. Donc, voilà. Merci. Merci, Donc, Louise. le titre, c'est La rose bleue, tout bêtement. Die Soldats sind in Passavis, Trimare guerra rencontré. Trimare guerra contre Mada, ou Vardar une anza droite. Trimare guerra contre Mada, ou Vardar une anza droite. Une anza droite, mas remenada, ou Vardar mas aludas. Nini wadran ma saludas, opapedu erulenas. Nini wadran ma saludas, opapedu meulenas. Kemeredu a malosket, mahalon buzo kuneyet. Mahalon buzo kuneyet, gandar post me rencontrait. Marallon, bourzeau, gounayette, quand la pointe me rencontrait. Maza, mama, modus mado, evit maras, das colajo, das ambriec, vita berusiner belec, das ambriec, vita berusiner belec. Et oui, belek, menina vinket, gwele ganin bezan kouget. Gwele ganin bezan kouget, gorde triver trois têtes. Gwele ganin bezan kouget, gorde triver trois têtes. Gwele ganin bezan bezet, baza modon triver gouret. Dans un monde on trive gourette, der mauvais tapet à pesquet. Dans un monde on trive gourette, der mauvais tapet à pesquet.
A pas in brasse vit la quête, d'auber chose gwenda soudanet, nos kentom a offer ne veut pas der botos in a magwelle, nos kentom a offer ne veut pas der botos in a magwelle. Et der botos din dan arbor, us ma rostez plariquant. Us ma rostez plariquant, mais beaucoup d'elle pas me rend. Us ma rostez plariquant, mais beaucoup d'elle pas me rend. La ne na 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 ne nutra le na 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 la ne na 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 ne nutra le na 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 no oh la na ne na 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 la la ne na 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 lo. Bravo, Claude. Bravo. Bravo, Louise.